On va donc parler ce matin d'âme des entreprises, on va parler de croissance avec deux très talentueux créateurs, donc Steven Leprisé et Basile de Gaulle. Ils vous expliqueront mieux que moi ce qu'ils font. Personnellement, donc, je suis Jean-Daniel Kuhn, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle K+ Consulting and Design. Donc j'aide les entreprises, grosses et petites, à passer du prototype à la référence. Donc vraiment accompagner les entreprises sur leur problématique de croissance, d'industrialisation. Mais je vais donner tout de suite la parole à peut-être Basile, qui va présenter Maximum. Bonjour. Je fais défiler les slides. Oui, tu peux. Okay. Alors, donc je suis cofondateur de Maximum. On est une société basée dans la région, à Ivry-sur-Seine, et on fabrique des meubles à partir de chutes d'industrie depuis 10 ans. On a développé des collections en se baladant dans le paysage industriel français et à la recherche de chutes qui sont produites en série et qui peuvent être des invitations pour des meubles, donc comme une espèce d'invitation au design, donc où on se satisfait des formes et où on cherche l'astuce pour transformer des pièces existantes en pièces de mobilier. C'est ça notre processus créatif. Et voilà, on fait ça depuis 10 ans. On est une société de 12 personnes et on a une dizaine de modèles qu'on décline et on continue d'innover aujourd'hui en se baladant dans le paysage industriel français. Voilà. Ça va comme... C'est parfait. Steven, peut-être. Est-ce que Magali va donner la suite? Non, on n'a pas mis, bon. Steven, peut-être en quelques mots. Alors, Arca et Atelier Steven Leprisé. Voilà, alors l'entreprise s'appelait Arca et s'appelle maintenant Atelier Steven Leprisé, mais c'est la même chose. Donc j'ai fondé cet atelier en 2009. Je suis ébéniste d'art. J'ai fait toutes mes études dans les écoles de métiers d'art, notamment à l'école Boulle où j'ai été diplômé en 2008. J'ai enseigné là-bas pendant 15 ans tout en créant mon entreprise. Donc en 2009, ça fait 17 ans. On a commencé à 2 parce que c'est un métier qui est très difficile à faire tout seul. Aujourd'hui, on est une dizaine, on est monté jusqu'à 18. Et voilà, on est situé près de Disney. On a 600 mètres carrés avec machines traditionnelles pour travailler le bois, commande numérique 5 axes, imprimante 3D. On travaille pour l'industrie du luxe, donc sur des prototypes et des petites séries. Enfin, il y a 2 objets qu'on a pu faire en série durant ces 17 ans, donc c'est quand même très rare. On va travailler aussi pour les galeries, pour les designers, pour les artistes, beaucoup pour les architectes d'intérieur aussi. Donc de l'ébénisterie à l'échelle de l'agencement. Et puis mes propres collections de mobilier que je peux vendre en galerie ou en direct à des particuliers. Et on s'est fait connaître et on a monté l'entreprise en développant des innovations autour du bois. Donc des bois hybrides avec du caoutchouc, du métal, des plastiques recyclés. Et grâce à ça, on a gagné quelques concours et ça nous a permis de nous faire connaître. Voilà. Je vous invite à découvrir le travail assez fantastique de Steven, donc, qui est à l'étage, donc un peu à l'extérieur. C'est absolument merveilleux. Donc, pour commencer, si je reviens à toi, Basile, comment tu qualifierais l'âme de Maximum? En 3 mots? Oui, si tu veux bien. Ouais, j'ai fait l'exercice des 3 mots. Alors, c'est compliqué de n'en choisir que 3. J'ai mis dans l'ordre honnêteté, plaisir et beau, à prendre dans le sens général. Donc honnêteté, c'est vraiment beaucoup l'histoire qu'il y a de conserver une espèce d'honnêteté entre les choix qu'on fait et la réalité des choses. Un exemple typique, c'est au moment où donc nous on édite un tabouret à partir de billets de banque, on les comprime et on fait un tabouret qui est 100% composé de billets de banque, on ne rajoute pas de liant, et donc notre slogan ça a été de dire un tabouret à 100% en billets de banque. Et il a fallu, parce que les gens se balancent sur un tabouret, il a fallu le renforcer, ce tabouret. Et du coup on a dû mettre une âme en métal, donc qui est toute une fabrication qu'on surmoule dans le tabouret.
Et le choix qu'on a fait, c'est surtout de ne pas la mettre dedans, surmoulée à l'intérieur. Ça aurait été plus facile, mais c'est de la mettre visible dans l'intérieur du pied. Et donc c'est ça, cette recherche d'honnêteté, c'est de se dire, déjà, si on dit que c'est 100%, il faut que ce soit 100%. Si on met quelque chose, si on ajoute quelque chose, il faut que ça se voit. Et ça se ressent à énormément de niveaux dans notre création, dans nos créations. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moments où on va éviter de dissimuler un geste ou un détail et plutôt s'appuyer sur la réalité et essayer justement de l'explorer. Et c'est ça qu'on trouve beau. C'est pour ça que je mets le beau en règle générale. Et plaisir parce qu'il faut absolument qu'on veille à conserver le plaisir de travailler, le plaisir de produire. Nous, on produit en série. Et le déplaisir arrive très vite avec la série. Et donc, c'est pour nous un axe absolument majeur. Les gens qui produisent chez nous, en plus, sont vraiment largement diplômés. Ils ont tous fait 5 ans d'études en design. Mais ils produisent quand même. Et donc, la notion de plaisir est vraiment en lien avec la notion d'honnêteté. Parce que quand on se retourne après 2 ans de prod, si on a distillé si on a dit qu'on faisait des choses qu'on ne fait pas, si on n'est pas content des choix qui ont été faits, voilà, on n'a vite plus plaisir à bosser. Voilà. Et c'est important pour nous, le plaisir, c'est le carburant. Et toi, Steven, quelle est l'âme? En 3 mots, donc aussi, ça, Si tu veux. Ouais. Les mots sont longs. Ouais, et puis juste 3 mots, c'est pas évident, j'aurais envie d'en donner plus. Je dirais famille, je dirais main et excellence. Après, le mot âme, chez nous, c'est un terme technique. En plus. C'est-à-dire que quand on est ébéniste, donc on vient plaquer du bois ou d'autres matériaux sur une âme. Donc c'est le corps aussi d'un panneau ou d'une construction. Et en l'occurrence, mon travail, un ébéniste normalement le fait sur du contreplaqué, du médium, etc. Et mes innovations ont toutes un corps et une âme très spécifiques. Et les innovations viennent de là. Après, pour revenir sur les mots, famille, parce que l'équipe est comme une petite famille. Voilà, c'est très important d'avoir une équipe soudée. On n'a pas l'impression d'aller au travail, du coup. On mange ensemble le midi, etc. Ils partent même, eux, en vacances ensemble. À croire qu'ils ne se voient pas assez. J'ai dit main parce que c'est là qu'on donne vraiment l'âme aux objets. C'est à ce moment-là qu'on donne une partie de nous, vraiment. On est mélangé au bois. Moi, le moment que je préfère, c'est le ponçage. Où vraiment, vraiment, le corps est plein de poussière. On a les odeurs, on a les essences, les effluves qui nous traversent. Donc ça, c'est vraiment intense. Et puis, ce temps qu'on passe à faire un objet, on y passe des heures et des heures et des jours et des mois. On les a mis au point, c'est comme un bébé. Et vraiment, quand je vends une pièce, quand il y a une création qui part, j'ai l'impression de perdre un membre de la famille, quoi. Donc, c'est vraiment, je suis aussi content que déçu. Après, exigence, parce que c'est un peu maladif, c'est un mot important chez nous, exigence, excellence. On est, je pense, parmi les rares à travailler le bois au centième. Dans l'industrie, ils y arrivent peut-être aussi, mais ouais, c'est un peu une religion, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une confession? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez failli perdre votre âme sur un projet, Alors, est-ce que vous avez senti que vous avez touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher? Nous, on a failli perdre notre âme plein de fois. En fait, la société nous invite à sacrifier pas mal de choses. C'est assez facile. Donc nous, on nous a proposé de fabriquer autrement, de remplacer du réemploi par du neuf, histoire de pouvoir avoir de la quantité. Donc nous, on a eu toutes ces tentations-là, on les a eu plein de fois. Voilà, on s'est jamais vraiment laissé faire, heureusement. Et puis pour l'âme, le côté famille, parce que j'ai pas dit famille, mais ça m'a donné envie de le dire aussi. Nous aussi, on mange ensemble. Ça n'a jamais bougé. Donc non, nous c'est assez. Mais on a eu chaud plein de moments. Et toi, Steven, est-ce que vous avez vécu ces moments-là aussi où vous avez failli vous faire entraîner sur des pentes qui n'étaient pas les vôtres? Oui, je me rappelle d'une fois où on a forcément des projets qui frôlent, où on est proche de l'industrie, de l'industrialisation. En général, nous, on met au point un objet qui est donc une pièce unique ou très petite série. On va fabriquer à la commande. D'ailleurs, à chaque fois, on va adapter le design ou la couleur, finalement, parce que pour le même prix, on peut adapter. Les seules pièces qu'on a fait en série jusqu'à aujourd'hui, c'est des sacs à main Hermès.
Et il s'est profilé un jour le fait de faire des coffrets à champagne avec ce bois flexible. Et c'était pour une grande marque de champagne que je citerai pas, via un distributeur. Et donc on prototype le coffret et ils annoncent 10 000 exemplaires. Bon, je me suis juste amusé à modéliser en 3D les palettes dans l'atelier. Ça ne passait déjà pas. Mais j'ai dit, bon, OK pour faire une transmission de savoir-faire à un autre atelier pour que le projet se fasse. Mais je veux savoir qui c'est, je veux sélectionner la personne, la connaître, aller voir l'atelier, que ça soit en France, etc. Et ce prototype, sans même me prévenir, ils l'ont envoyé en Chine. Donc, déjà, juste avant ça, j'avais l'impression un peu de perdre mon âme en ne réalisant pas ce que j'avais mis au point. Et j'ai freiné, j'ai vraiment tout stoppé quand ils m'ont renvoyé un prototype fait en Chine. Donc, ils ont copié ouvertement sans me prévenir en Chine. En m'envoyant le prototype à l'atelier, j'ai dit mais les gars, vous êtes fous. Et j'ai stoppé tout de suite toute négociation parce qu'il n'était pas question d'aller vers ça, quoi. Alors que financièrement, ça aurait pu me payer de la R&D pendant des années, me permettre de recruter, etc., etc. Mais pas question d'aller jusque là, quoi. Voilà. Dans ton exemple, tu as esquissé quand même un modèle de croissance qui est de dire je conçois et je fais fabriquer sous mon contrôle strict, ce qui est un modèle. Mais de manière plus large, est-ce que aujourd'hui, chez Atelier Le Prisé, est-ce que la croissance est une aspiration? C'est une bonne question. Pour revenir aux histoires de série, c'est arrivé une fois qu'on design un produit qui soit fait en série, mais il n'y avait pas d'innovation pour le coup. Et j'ai vu les bienfaits, en faisant ces sacs à main, de réaliser en série un produit qu'on a mis au point. L'aspect lucratif, quoi. C'est quand même... faut savoir qu'à chaque fois... Ça joue. À chaque fois qu'on démarre un projet, c'est page blanche, vraiment. Et il y a toute la mise au point à faire, les plans, les essais, les prototypes, et toutes les erreurs qui vont avec, tous les imprévus qui vont avec, c'est très compliqué à chiffrer. C'est à chaque fois une grosse prise de risque. Et moi, ça me passionne de me projeter dans les productions et d'essayer de résoudre ces nœuds qui sont tous les jours différents. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Par rapport à la croissance. À la croissance. Une fois, on est monté jusqu'à 18 personnes. Bon, c'était pour un ouvrage très sculptural, fait à la main, etc. Donc, mais c'est une question que je me pose souvent. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on est allé avec mon équipe à Eurobois acheter des machines et on en a profité pour visiter l'atelier Jouffre, qui lui a compris ça depuis longtemps. Donc il va mettre au point pour Peut-être juste pour les non-spécialistes, oui. Atelier Jouffre. C'est un tapissier très renommé dans les métiers d'art qui travaille pour Pierre Jovanovic et les plus grands architectes d'intérieur. Et quand il met au point un canapé, il oblige les architectes d'intérieur, les marques, etc., à signer un contrat les obligeant à produire chez lui. Donc, et à le citer en plus. Donc il a réussi à faire ce tour de force pendant des années parce qu'il s'est dit il a vécu ce que j'ai vécu, de mettre au point et que ça soit réalisé ailleurs. Et il a dit mais plus question. Pas question de fonctionner comme ça. Moi, c'est ma passion. Donc c'est différent, mais il y a des jours, c'est vraiment difficile quand même de se dire c'est raté, il faut recommencer. Ça arrive quand même souvent. Et il n'a pas perdu son âme pour autant. C'est juste que les gens qui travaillent là-bas sont dans la répétition sur certains projets, ce qui est pas évident. Je ne jugerai pas en disant qu'on y perd son âme. Moi, j'aurais l'impression de la perdre. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui. Et trop croître, ça veut dire perdre le contact avec la matière, perdre le contact avec ses équipes, cette proximité sur les prises de décision, sur les détails, sur la transmission. C'est aussi beaucoup, je pense, d'erreurs potentielles quand on était jusqu'à 18, des aberrations que je voyais passer et que moi, en tant qu'ébéniste, enseignant à Boulle, malgré tout, tu peux pas te couper en 4. Il faut se staffer aussi. Alors peut-être que j'ai pas réussi à me staffer correctement durant toutes ces années, mais j'ai quand même un réseau d'anciens élèves et d'artisans autour de moi. Donc c'est un exercice que j'ai pas encore voulu faire et je pense que j'ai pas envie de le faire. Voilà. Je vais pas dire que je suis pas capable. C'est une pression aussi. Il faut avoir confiance, mais ça, je pense que j'ai aujourd'hui confiance en mes 10 collaborateurs. Mais j'ai un peu cette peur de perdre mon âme en étant trop gros. Voilà. Alors qu'il y a il y a aussi pas mal d'intérêt. Aussi dans le bois, il y a quand même beaucoup de concurrence.
Donc, à quoi bon? Je vois beaucoup de confrères grossir et puis prendre des chantiers pas intéressants, qui n'ont vraiment rien d'intéressant, hein, si ce n'est l'aspect lucratif pour faire tourner la boîte. Et derrière, tu te fatigues à... Vraiment, quand la vie passe trop vite et autant les journées sont trop courtes, pas question de faire de la répétition et de faire la même chose toute la journée, quoi. Justement, Basile, ta vision de la croissance. Ouais, nous, on est une société avec comme promesse initiale, ça fait 10 ans qu'on existe, notre promesse initiale, c'est de produire en série. Donc en plus, on a vraiment mis le nez dedans directement. Et donc, nous, on va chercher à faire produire à l'extérieur aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se libère de la production. Donc c'est vraiment typiquement l'inverse. On n'a pas forcément la même boussole parce qu'on n'est pas un métier. On n'est pas autour d'un matériau, on est vraiment très, très, très horizontal. Donc, on a un travail d'exploration et un travail de production en série. Et donc, pour nous, toute la question, c'est de trouver l'équilibre. Nous, on a déjà fait des séries de 1500 chaises pour un client, avec tout ce qui va avec, de lassitude, de sacrifice. Donc, la carte de la quantité, on l'a déjà jouée. Et en fait, on a décidé qu'on ne voulait plus le faire, ou alors plus dans les mêmes conditions. Et c'est comme ça que nous, on arbitre maintenant sur la croissance. On veut l'orienter, que ce ne soit pas une croissance quantitative ou nombre de personnes à l'atelier, ou même forcément de chiffre d'affaires, que ce soit une croissance plus horizontale de multiplier les expériences et d'augmenter drastiquement la qualité des rapports qu'on a avec nos clients. Parce que le premier truc qui se détériore, je trouve, quand tu fais de la série, c'est la qualité. Voilà, soit la qualité des projets auxquels tu es obligé de répondre parce que tu t'es équipé pour de la série, donc en fait tu as besoin de faire tourner les machines, soit parfois même la qualité des rapports avec les clients, parce que on n'a pas le temps de discuter, voilà, c'est du quantitatif, quoi. Donc nous, c'est sur le quantitatif qu'on essaie de pivoter maintenant vers de l'exploratoire, du qualitatif. Mais dans une logique de réseau, avec des partenaires à qui tu peux sous-traiter de la production, c'est voilà, ça? et qui ont un savoir-faire meilleur que nous. Parce que nous, typiquement, le savoir-faire, on ne l'a pas. On n'est pas une boîte de savoir-faire. On est une boîte on imagine des choses, on les fait pour de vrai, et on est obligé de les faire nous, parce que comme c'est du réemploi, c'est des pièces qui ne sont pas conventionnelles. Nous, la matière vierge, nous, c'est pas intéressant, donc on a très rarement un panneau à trancher. Souvent, c'est un élément qui a déjà des formes et pour lequel il faut construire des outils spécifiques pour les adapter ensuite sur les machines. Donc, c'est galère. Donc, sous-traiter, c'est galère pour nous. Et donc, voilà, notre angle maintenant, c'est de se reposer sur des savoir-faire. Donc, des tôleries pour la partie métallique, même des savoir-faire matière, hein. Des menuiseries ou des ébénisteries pour la partie bois, la partie polymère aussi. Ici, on va essayer, pendant l'expo, on va essayer de nouer des liens avec des gens qui sont numérisés et qui peuvent faire de l'impression 3D parce que c'est un savoir-faire qu'on n'a pas et qu'on aimerait pouvoir explorer d'un point de vue créatif. Et voilà. Donc, nous, on pivote comme ça pour sortir la production un maximum de chez nous. Et il y a plein de gens dans la région parisienne, ou même en France, quoi. Donc, c'est pas du tout. Donc, si je comprends bien, tous les deux, vous avez un point commun qui est un développement par la valeur. C'est de trouver des projets à très forte valeur ajoutée, toujours sans répétition et potentiellement, essentiellement pour maximum, en créant un tissu de fabrication externalisé auquel tu peux recourir avec soit la sous-traitance de capacité, soit la sous-traitance de compétences, comme tu le disais sur la 3D. Ouais. Mais aujourd'hui, dans votre situation actuelle, quelle est ta lecture des goulots d'étranglement ? Nous, aujourd'hui, maintenant qu'on rentre de plus en plus de projets différents, le goulot, il est clairement dans la transmission d'informations entre nous. C'est là que ça va frotter, quoi. Donc le projet rentre et comment, de l'autre côté, il sort et il est réalisé, il est posé chez le client, que ce soit quantitatif, que ce soit même des petits projets. Et la quantité de projets qui rentrent, la quantité d'opportunités qu'on a avec des relations qu'on a avec des industriels qui nous présentent leur matière, il y a des projets à faire. C'est ça notre goulot, c'est le pipe créatif et de production. L'organisation interne ? Ouais. La structuration ? Ouais, et ça se fait, mais c'est l'apprentissage. C'est là on doit vraiment s'améliorer, être bien sur le terrain, se faire des passes bien efficaces. Alors tu as abordé déjà un peu
la question du goulot, mais est-ce que je peux dire que c'est essentiellement ton temps? Ce que tu entends par goulot, c'est la limite, c'est le point, Oui. le nœud, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est le On temps. parlait d'âme, maintenant on parle de nœud. Ouais, c'est On ça. est toujours dans le bois. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est la gestion du temps, parce que on a aussi des familles. Il faut passer du temps en famille, il faut enseigner. On a projeté là des prospections à l'étranger, donc beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de fatigue. Il a fallu, j'ai fait faire un audit sur la boîte. Je me suis fait manager aussi parce que je suis pas du tout. Enfin, moi, je suis artisan d'art, donc apprendre tout ce qui est organisationnel, ça a été long. Être bon pédagogue. On a là depuis peu mis en place un ERP. Alors là, dans une petite boîte comme la nôtre, j'aurais jamais cru, mais ça aide beaucoup en fait. Odoo. Si je suis Odoo, j'y arrive pas. Ah ouais. En Voilà. fait, Premier bénéfice des échanges entre. C'est en fait, ça a été un long débat parce que il y a un moment où de vouloir tout automatiser, parfois, en fait, le jugement il est facile. C'est qu'à partir du moment où transmettre l'information à mon collaborateur, lui expliquer avec le degré d'erreur potentiel et les risques, ça va être plus long que de le faire moi-même. Je préfère me lever samedi matin ou dimanche matin et le faire moi-même. C'est dommage, mais on va pas gagner plus de temps et il y a des risques. Donc je prends sur moi et je fais comme ça. J'essaie de leur transmettre au maximum. Il faut les faire monter en compétences. Mais c'est vrai que c'est plus de 100 mails par jour, des visios, des rendez-vous tout le temps et que ça soit un projet à 200 000 € ou un projet à 2 000 €, c'est presque autant de réunions et de discussions. On passe autant de temps à discuter, à faire des réunions qu'à produire. C'est devenu, l'atelier à 17 ans, c'est pas très vieux, mais j'ai déjà vu vachement de changements par rapport à ça, quoi. Enfin, faut tout attester, quoi. Tout doit être attesté, tout doit être écrit, tout doit être vérifié, c'est vrai que c'est fatigant et oui, gros manque de temps. Ouais. Mais faut donc, beaucoup ça. mais donc, le point commun, je vois quand même, c'est l'aspect organisation, l'aspect humain, l'aspect structuration. Et donc, aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels vous vous sentez à l'aise pour lâcher un peu la bride et lesquels vous souhaitez absolument conserver parce que, justement, c'est votre âme, en fait? Quand tu dis lâcher la bride, tu veux dire déléguer en interne En interne, personnellement, ou à l'extérieur aussi? Personnellement, moi je suis pas le seul designer. Chez nous, on est 2 associés designers, donc on va dire que le travail rentre par nous, puis ensuite il faut produire, il faut entretenir l'atelier. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont autour de. Donc déjà, nous, on a vachement plus assumé maintenant le territoire. On n'est pas encore interdit d'atelier chez nous, mais on pourrait l'être parce qu'on est bordélique et que voilà, on n'est pas dans le bon sens. Nous, on est des créatifs, voilà. Donc on se répartit un peu le terrain comme ça, mais le terrain est vraiment vaste. Mais pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Steven, nous on a vécu la même chose. Le coaching en franglais, je ne sais pas si toi c'était en franglais, sur comment tu organises tes réunions, comment tu fais tes routines, des trucs, des machins. Et je pense que malgré tout, on n'est pas une boîte classique, on ne fait pas un métier classique, ou en tout cas on fait peut-être trop de métiers d'un coup. Et du coup, ça marche pas. L'ERP, ça marche pas parce que c'est surdimensionné pour des boîtes. Si tu fais de l'import-export, c'est parfait. Mais si tu fais de la transformation avec de la variabilité, des délais qui bougent, etc., ça commence à devenir une usine à gaz. Et donc, on s'appuie pas trop sur des logiciels, par exemple, pour s'organiser. Par contre, on a renforcé les instances pour échanger. Et comme on est très proche, voilà, on a ce qu'on appelle des matinales. C'est le seul truc qu'on a gardé de la formation qu'on a eue. Donc le matin, on a un tableau blanc. On n'a pas résisté au whiteboard. Et puis on déroule, quoi. Tous les matins, vous faites un point sur. Sauf les matins où on le fait pas. Et voilà, ça peut arriver parfois, ouais. Parce qu'on a des trucs à faire. Et du coup, voilà. Mais, Okay. Ce qui me plaît, moi, c'est évidemment, ce que je préfère, c'est le travail à l'établi, dessiner. Mais bon, les gens qui viennent travailler chez moi, c'est les capacités qu'ils ont. Donc moi, je dois en maîtriser d'autres. C'est comme un jeu, c'est comme être un chef d'orchestre, essayer de
de comprendre les atouts de chacun de ses collaborateurs, comprendre ceux qui veulent monter en compétence sur tel ou tel domaine et déléguer au bon moment, se projeter aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir 10, 15, 20 coups d'avance, 10, 20, 15 coups d'avance dans l'heure qui suit, dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit et dans les 10 ans qui suivent. Et d'être tout le temps comme ça, j'essaie de leur apprendre à avoir une vision comme ça, un peu en onde, quoi. Et ça permet de tout anticiper. Enfin, c'est en tout cas ma méthode pour essayer d'anticiper un maximum de choses. Le RP, c'est sûr, depuis le début, on sait qu'on ne va pas l'utiliser à 100%. Par exemple, on ne fait pas les inventaires dessus, il n'y a pas de gestion de stock, etc. Chez nous, les stocks qu'il y a, c'est des restes. Donc, on n'a pas besoin, c'est juste un tableau Excel là-dessus, mais on a des to-do list. On fait une réunion tous les matins avec tout le monde. Mais avant, par exemple, on faisait la réunion. Bon, il y a l'atelier, il y a la partie créa, BE et la partie com. Et avant, lundi matin, avec les 10 personnes, on faisait la réunion sur tous les points. Donc ça dure 2 heures. 2 heures, 10 personnes, c'est 20 heures. À un moment donné, j'ai dit stop. On arrête de mettre tout le monde au même niveau d'information, malheureusement. Si vous voulez le midi avoir un peu de transversalité, allez-y. Si après le boulot, vous voulez que on vous montre des choses là où on en est sur telle ou telle chose, c'est possible, mais on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau d'info. Là où ça nous sert, c'est par exemple, alors les plannings, c'est sûr qu'on a laissé tomber ça, parce que les dates bougent toujours, mais la gestion des heures. Parce qu'à un moment donné, les gars, ils étaient en mode heures sup tout le temps, et puis c'était très détente. De toute façon, on va faire des heures sup, et puis on sera payé en conséquence. Et j'ai eu beaucoup de mal à arrêter ça. J'ai aussi, à chaque fois que j'ai voulu mettre en place des évolutions, malheureusement, il a fallu attendre des départs de certains collaborateurs, parce que c'est parfois tellement ancré que, notamment les heures sup, j'ai dû attendre que les gens, j'ai essayé de mettre en place des tableaux, et ça, c'était très compliqué. On parle d'âme, mais de devoir structurer sa boîte comme ça. Alors, donc là, la pointeuse, entre guillemets, numérique d'Odoo, on l'a mis en place il y a seulement 1 an. Avant, il n'y avait pas de pointeuse, c'était des feuilles horaires. Mais du coup, ça remplit les feuilles d'heures toutes seules. On va pouvoir analyser sur chaque projet quel temps il a passé sur quelle opération et comprendre au prochain chiffrage où on s'est planté et sur quel problème. C'est moi qui pose les temps des chiffrages. Ça m'éduque aussi. Ça me remet en question en me disant, là, à chaque fois, je me plante sur telle opération. En termes de temps, je l'estime mal. Et ça permet d'évoluer. Mais c'est tout ce temps qu'on passe à analyser à un moment donné. Le temps, on pourrait se dire, le temps que je perds à analyser tout ça, est-ce que c'est pas un plus gros temps que celui que je perds en faisant la connerie? Tu vois, à un moment donné, cette balance-là, elle n'est pas évidente à Et moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que vous avez des business plans? C'est-à-dire, tu vois, un truc où tu prévois ton chiffre d'affaires sur le futur sans avoir... On a un plan de trésorerie. C'est-à-dire que c'est un peu le métronome, savoir les dépenses les dépenses qu'il va y avoir au mois, c'est toujours les mêmes. Nous, en l'occurrence, il y a quasiment 100 000 € qui partent tous les mois. Donc, il faut au moins rentrer autant, voire plus. Et business plan, pour moi, le business plan, c'est la stratégie aussi. Ça, c'est le modèle. Ouais. Le modèle, ouais. Après, non, voilà, je sais combien je dois rentrer tous les mois, mais voilà. En fait, ce que je regarde surtout, c'est ma trésorerie en direct et le plan de trésorerie. Ouais. Si ma trésorerie est faible, je la projette dans le plan de trésorerie et je flippe ou pas. Mais même sans le regarder au ressenti, je sais quel lead j'ai dans les tuyaux, à quel moment ça va à peu près tomber et comment je dois recruter en fonction. Ouais. Mais c'est un jeu. Enfin, je pense que c'est important de faire aux enfants des jeux de société. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de société, c'est qu'on va dire, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, mais pas du Mario Kart. Hein. Des choses où il y a des énigmes où il faut essayer, répéter, réessayer. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu parlais de stratégie, de positionnement. Qu'est-ce que aujourd'hui vous faites pour maintenir la valeur perçue? Tu parles beaucoup d'innovation, de recherche. Tu disais qu'aujourd'hui, on est quelque part, il faut qu'on perpétue cette recherche constante qui existait dans le passé. Quelle est ta vision de, justement, ta stratégie pour maintenir en permanence la valeur perçue de Atelier Le Prisé? Je ne sais pas vraiment objectivement quelle est la valeur perçue de mon atelier. C'est un peu dur à juger. Tu es modeste, mais quand même... on est connu pour développer des innovations. Alors, c'est long, comme je pourrais tenir longtemps sur ce sujet-là. Déjà, beaucoup de gens parlent d'innovation qui, pour moi, n'en sont pas. Je passe beaucoup de temps à regarder tout ce qui se fait.
J'adore aller aux cours d'histoire de l'art, j'adore encore aller dans les musées, les expos. Et il n'est pas question de développer et passer du temps sur un sujet qui aura été initié ou abordé par quelqu'un de près ou de loin. Pas question. C'est même pas une histoire de copier, pas copier, c'est que moi j'estime que ce temps qu'on est censé passer sur la planète à faire des objets, ça doit être unique en fait. Sinon, je ne comprends même pas comment on peut fonctionner autrement, tellement notre temps est précieux. Et après, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de transcendant et d'innovant, parce qu'en fait, j'ai grandi dans un univers patrimonial. C'est aussi pour ça que je disais famille tout à l'heure, c'est que mon père tenait un musée du machinisme agricole. Donc toute ma famille travaillait le bois. Mon grand-père était un des derniers charrons. Et on travaillait aussi bien le bois que le métal. Donc quand on me demande à partir de quand j'ai commencé à travailler la métal, je ne sais même pas en fait quand j'ai commencé. Il a la plus vieille scierie de France en état de marche. Et en fait, quand j'ai longtemps voulu faire de la restauration de meubles, d'ailleurs beaucoup des techniques que j'ai développées il y a des bribes de mise en œuvre qui sont issues de la restauration. J'ai longtemps fait de la restauration. Et je pense que pour innover, déjà, il faut avoir une très bonne connaissance de sa spécialité et de l'histoire, pour ne pas refaire ce qui a été fait de près ou de loin, comme je disais. Mais cette philosophie de se dire, je maîtrise un savoir-faire, qu'est-ce qui a été fait, et autour de moi, je dois utiliser tous les outils, toute la technologie à ma disposition pour mettre en œuvre un objet unique ou quelque chose qui n'a pas de précédent. Et ben, cette démarche-là, cette philosophie-là, elle a toujours existé en fait. Je fais pas plus que nos aïeux. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait évoluer les métiers, qu'ils les ont fait perdurer. Je me dis juste voilà, je veux faire des choses qui n'ont jamais été faites avec d'autres techniques. Plus c'est transversal, plus c'est atypique, plus ça me plaît. On a participé à 2 thèses, par exemple, une avec l'école des mines, une avec le SPCI. Et voilà. Mais il y en a eu d'autres des ébénistes à travailler avec des scientifiques avant. Quand le premier ébéniste quand Charles Boulle s'est mis à coller du métal sur des meubles, ils l'ont pris sûrement pour un fou. Il y en a qui ont collé des ailes de papillon, il y en a qui ont collé de la porcelaine, mais là on parle du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Donc en fait, voilà, nous on utilise du caoutchouc parce qu'il y a du caoutchouc. Donc en étant innovant, tu perpétues la tradition d'une certaine manière. Ouais, voilà. Et chez Maximum, alors comment vous faites pour maintenir en permanence la valeur perçue de ce que vous fabriquez? Juste déjà pour rebondir, j'adore parce que nous on a 2 visions très différentes de nos activités. Nous par exemple, je me rends compte en t'écoutant, on n'a absolument pas comme guide, déjà on n'est pas à la pointe d'un savoir-faire millénaire, quoi. On n'est pas dans une tradition, donc on n'est pas en train d'essayer de disrupter par rapport à une tradition. Donc on ne cherche pas à innover et on ne cherche pas du tout à faire, par exemple, ce qui n'a jamais été fait. C'est intéressant de voir qu'il y a 2... Pourtant, on innove, mais voilà. Nous, au contraire, on est à l'aise à faire des meubles qui sont des archétypes de meubles, juste de les faire autrement et d'innover de ce côté-là, de se dire, finalement, l'enjeu actuel, c'est de savoir exploiter autrement les matières qu'on perd et c'est d'arrêter d'aller chercher des matières neuves. Enfin, voilà, bon, c'est tout un autre truc, mais c'est drôle parce que c'est de l'innovation aussi, mais on n'a pas cette pression de faire un truc qui n'a jamais été fait. On est même très, très libre. Et la valeur perçue, nous, on travaille beaucoup sur la qualité depuis quelques années. Parce qu'au début, on voulait innover, dessiner, faire malgré tout et éditer nous-mêmes les meubles. Et aujourd'hui, on veut recentrer sur... en fait, on veut arrêter de sacrifier la qualité pour l'inventivité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'adosse sur des sous-traitants. Et ces sous-traitants, d'ailleurs, c'est pas un bon mot de dire sous-traitants, mais bon, c'est partenaires. Ce sont des gens qui ont des savoir-faire et on met vachement ça en valeur, nous, parce que c'est des choses qu'on n'a pas toujours. Et donc la valeur perçue, nous, qu'on entretient le plus, c'est du coup le caractère innovant et très ad hoc de ce qu'on crée. Je ne sais pas si c'est clair le côté ad hoc, mais voilà. Merci. Alors moi, un des enseignements que je tire personnellement de cette première exposition, c'est tout l'intérêt et le plaisir aussi que les différents créateurs aussi retirent des échanges entre eux
et la confrontation des différents modèles de croissance, des modèles aussi de réflexion sur l'innovation. Ce qu'on est en train de faire ici avec cette première exposition, en fait, c'est de créer une communauté de créateurs, d'inventeurs. On est persuadé qu'il y a une énorme richesse à hybrider les différents savoirs, les différentes expertises que vous avez pu voir en haut. Donc on est convaincu qu'on est au début d'une aventure, qu'il y a énormément de pépites en fait à l'étage, pépites qui méritent de discuter entre elles, d'être accompagnées. Donc on espère en tout cas, on est à la naissance d'une communauté du craft français qu'on essaie d'initier. Donc toi, Steven, je commençais par Steven. Steven, quelles seraient les prochaines étapes que tu verrais en fait suite à cette exposition, cette première? Voilà, quelles sont tes attentes en fait par rapport à ce que tu as pu découvrir ces derniers jours là, par rapport aux gens que tu as pu rencontrer et à la communauté au sens large? Ouais, c'est une bonne question. J'ai des confrères et associés d'ailleurs à Steven Richard pour le métal et Emmanuel Barrois pour le verre. On s'est associés pour des prospections justement en Europe et à l'étranger. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais des salons. Et encore aujourd'hui, en pensant qu'il faut se focaliser sur du rendez-vous physique avec les architectes d'intérieur, etc. Et bon, déjà, j'ai beaucoup plus de concurrents qu'eux, donc je pense, plus me montrer. Et donc, voilà, pour moi, on doit jeter 50 bouteilles à la mer pour en récolter une, quoi. Et encore, je dis 50, je suis gentil. Et tout aussi important que les gens qu'on peut rencontrer, les clients potentiels qui traversent l'expo, que ce soit Révélation ou artisans d'excellence, etc. Tout aussi important, il y a le réseau entre nous. Et je me suis fait la réflexion de fin 2025 parce que j'avais un peu de temps. Je me suis dit, tiens, je vais aller visiter des ateliers que j'ai jamais pu aller voir, des confrères que j'ai jamais pu aller voir. Ça fait 10 ans, je dis, je vais aller te voir dans ton atelier, etc. Et il y a, je sais pas, il y a déjà pendant 10 ans, la plupart de mes boulots, ça venait au bouche à oreille, ça venait du bouche à oreille. Beaucoup de clients viennent par des contacts communs. Et en fait, les rencontres entre nous là-haut sont tout aussi importantes et lucratives, il faut le dire, pour de la R&D que pour des innovations, que pour des créas, que pour des chantiers qui font vivre. Donc ne serait-ce que pour ça, en fait, c'est important de faire ces événements-là. Ne serait-ce que pour voir les clients historiques, c'est important de faire ces événements-là. Et puis, dans le meilleur des cas, il y a des nouveaux projets, nouveaux clients que l'on rencontre. Et on rencontre toujours aussi des gens nouveaux. Mais rien que pour ça, c'est super important. Et puis, c'est vrai que ça manquait. On manquait d'un événement où il y a cette aussi pluriel et avec autant de croisements de spécialités, autant des prototypistes que des scientifiques, que des designers, que des artisans d'art, que de la mode, que du découpage numérique. Enfin là, c'est très varié. Et il n'empêche que l'artisanat, moi je peux parler d'artisanat surtout, mais l'artisanat aujourd'hui, c'est très transversal. Donc c'est complètement à l'image de notre industrie et de notre artisanat aujourd'hui. Donc ça manquait vraiment, ouais. C'est super. Très content, enfin agréable, très agréablement surpris. Franchement, je suis un peu tout le temps busy et je disais à l'équipe, non, mais on n'a pas le temps. Ne serait-ce que répondre aux mails, c'était compliqué. Donc vous avez insisté, vous avez raison. Voilà, la situation géographique aussi, le format, non, c'est vraiment bravo. Ouais. Basile, quelles prochaines étapes de la communauté? Je pense qu'il faut qu'on continue de. Nous, on s'est rencontrés donc vachement, et je pense qu'il y a pas mal de visites d'ateliers en perspective et de projets croisés. C'est vrai qu'on a tendance à être quand même un peu dans le fond de nos ateliers. Moi, je réalise 10 ans, j'ai fait 10 ans d'atelier et en fait, plein de trucs, même carrément dans notre rue que je connais pas. Enfin, on est quand même assez focus. Donc ça fait du bien de croiser d'autres gens avec des valeurs similaires, des échelles qui peuvent être différentes, mais ça ne se sent pas. Je trouve, on a tous notre petit socle et notre petit truc. Et donc, il y a une espèce d'accessibilité qui est extra. Et nous, on sait bien que notre travail
commence et se termine avec des fabricants, des producteurs, donc tous les gens qui sont là-haut et les gens avec qui ils travaillent. Pour nous, c'est des opportunités de projet, tout simplement, à tout niveau, hein. Et puis, il y a des savoir-faire sur lesquels, dans l'optique de ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir se reposer. Et le fait qu'on se tutoie maintenant et qu'on puisse s'appeler parce qu'on pense à un projet, à une transformation, bah ça nous ouvre énormément de perspectives. J'ai parlé des pots de fil hier avec pas mal de spécialistes là-haut. Et c'est hyper prometteur. Et voilà, nous, ça nous sort de nos savoir-faire. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Et voilà, je ne serais pas surpris qu'on s'échange nous, de recevoir des mails. Ah bah tiens, on a cette matière, peut-être vous pourriez en faire quelque chose. Et sinon, nous, de contacter telle ou telle entreprise pour faire les projets avec nous, quoi. Donc c'est bien, ça fait guilde. Merci beaucoup pour ces témoignages. Très, très inspirant, très honnête, à la fois sur vos rêves, vos difficultés. Peut-être place aux questions maintenant. La première question est toujours la plus difficile. Donc, ah bah non, c'est pas la plus difficile. Bonjour, Jean-Baptiste Leca, avocat en propriété intellectuelle. Du coup, je vais avoir des questions un peu rébarbatives peut-être, mais je m'interrogeais. À un moment, il était question d'externalisation de la production. Enfin, comment aussi sécuriser le rendu. Comment, Basile, ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'il y a des cahiers des charges? Comment vous vous mettez d'accord sur un produit dont on ne peut pas forcément maîtriser tous les contours in fine? Alors, pour le moment, on ne sous-traite que les choses qui peuvent être parfaitement maîtrisées. Donc, un piétement en bois qu'on fait depuis 8 ans, on sait le faire. Ça, on sait le sous-traiter à des ébénistes. Ou quand il y a du matériel très, très pointu qui ferait que la qualité serait meilleure, c'est facile en fait, d'aller dans ce sens-là. On n'en est pas encore à sous-traiter des trucs un peu bizarre, genre tordre une barrière, ça on le sous-traite pas. Donc voilà, nous on a contourné la difficulté pour le moment et on ne sous-traite que les choses qui seraient mieux faites ailleurs que chez nous. Et il y en a pas mal en fait. Merci. Bonjour, Christophe, designer pour les cheminées Focus. Et Si vous pouvez parler dans le micro. Ça marche, ouais. Donc, c'est toujours une question pour Maximum. Est-ce que ça arrive, cette situation où l'industriel, finalement, vous met à disposition des chutes gratuites, donc, si je comprends bien, puisque c'est des déchets, ou je ne sais pas trop, et finalement d'utiliser son savoir-faire pour les transformer? Parce qu'il a souvent, non? Alors, c'est la baseline de ce qu'on veut faire. On utilise toujours son savoir-faire puisqu'il est contenu dans les chutes déjà, mais bien sûr, pour nous, l'idéal, c'est d'aller plus loin et de travailler avec ces machines. Donc, l'histoire la plus simple qu'on a là-dessus, c'était justement pour faire ce piétement en chaîne. Donc, on fait un piétement Eiffel en chaîne. Quand on l'a démarré, on allait chercher des vieux parquets aux quatre coins de Paris, en chaîne donc, et on les rabotait, on les décloutait, on les décollait, on faisait tout un travail pour arriver à un tasseau. Et une fois qu'on avait nos tasseaux, on faisait un piétement. Et puis un jour, on a reçu un coup de téléphone d'un fabricant de tonneaux à Troyes. Donc lui, industriel, il nous a dit bon, moi aussi j'ai des chutes de chaîne de tailles différentes. Et on a eu le culot de lui demander de tout repasser dans sa 4 faces. Et du coup, pour nous, ça a été un miracle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, au lieu de se faire tout le travail pour arriver à un tasseau, on recevait un tasseau qui n'était jamais qu'une chute avec 2 passages en 4 faces. Donc, ce n'était pas grand-chose. Et voilà. Et là, pour nous, c'est tout le pivot. C'est de se dire, quand un industriel est équipé, qu'il a la culture de sa matière, la connaissance spécifique, et qu'en plus, bien souvent, la matière elle est encore dans la machine au moment où ça va devenir une chute, il y a une opportunité incroyable.
Et on a un échec là-dessus aussi, c'est que la chaise en plastique qu'on a éditée à des milliers d'exemplaires, chez nous, avec notre machine, au début, on voulait la faire chez l'industriel. Parce qu'il y a un moment donné où la matière elle est en fusion, elle tombe par terre, et on voulait mettre un moule chez lui. Et donc là, c'était pareil, c'était finalement exploiter ces processus de fabrication pour fabriquer, les détourner, fabriquer un meuble. Et ça a été impossible parce que ça les ralentit, c'est pas leur métier, c'est autre chose. Et l'industrie, ils peuvent pas faire de détour. Mais voilà, pour nous, la panacée, l'idéal, et c'est ce qu'on va faire avec Airbus, par exemple. Là, on propose donc je ne sais pas si on peut le voir, un banc. Ouais, on fait un banc en carbone. Donc c'est un ready-made, hein, c'est entièrement fait par Airbus ou ses sous-traitants. Et donc c'est des pièces magnifiques, des bielles qui sont finies, qui ont un problème, donc elles sont jetées. Et pour éviter qu'elles soient réavionnées, ils font un trou dedans. C'est de la mutilation, ils appellent ça, donc ils mutilent la pièce. Et évidemment, on va leur demander de faire ce trou à l'endroit qui nous arrange, puisqu'en plus, le banc, là-haut, il est fabriqué. C'est vraiment juste, il y a un trou qu'on fait dans la bielle, et ça nous permet de mettre un taquet qui évite que la fixation tourne. On a vraiment besoin d'un trou d'un certain diamètre, et on va leur faire. Donc, ce sera symbolique. Mais du coup, on n'aura vraiment pas de poussière de carbone chez nous. Et puis, on aura réussi à détourner un geste comme ça. Voilà. Bravo, merci. Une dernière question, non? Enfin, en tout cas, dernière. Bonjour. Alors moi, je suis plus du côté commercial. Je travaille pour un grand distributeur de mobilier, donc on meuble des sièges sociaux du CAC 40. Et ma question, c'est donc pour Basile et Steven, est-ce qu'il est envisageable de meubler des grands halls d'accueil ou des open space? Parce que on s'aperçoit que les entreprises tendent à diversifier leur mobilier et donc voilà, je pose la question. Oui, et le faire de manière plus raisonnée, avec plus de proximité entre le lieu où vont être les meubles et l'atelier. Par exemple, il y a plein de gens, une grosse industrie du bois en France, il y a beaucoup d'artisans et d'usines, et de plus en plus des marques de luxe notamment, ou des architectes d'intérieur avaient ou ont des artisans partout en France et viennent nous voir parce qu'on est plus près d'eux. Voilà. Et il nous est arrivé régulièrement, on a eu quelques chantiers où, par exemple, ces collections Lambert à Avignon, où on a fait du mobilier pour la bibliothèque, donc des ouvrages assez volumineux, assez grands. Donc c'est tout à fait possible. Quand on intervient dans des lobbies, nous, on va plutôt faire la borne d'accueil. On a fait aussi beaucoup de sculptures en bois dans des grands volumes. Donc c'est tout à fait possible. À toutes les échelles, ça va d'une coque de iPhone jusqu'à un plafond de 800 mètres carrés, pourvu que ça soit un développement unique. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Après, s'il y a 2000 tables, c'est pas la peine, si elles sont toutes identiques. Mais ouais. Donc quand il y a 2000 tables, nous, on prend avec grand plaisir. Surtout si elles sont toutes identiques. Donc voilà, nous, c'est notre spécialité, ça, exactement, donc de faire des bureaux. Alors, on est plus dans la mouvance, le bureau qui commence à devenir confortable comme la maison. Les bureaux ont beaucoup changé récemment. Et du coup, maintenant, les gens qui travaillent dans les bureaux ont envie que ce soit vivant, ont envie que ce soit fun éventuellement, que ce soit original. Et voilà, donc nous, on a développé des gammes pour le bureau. Donc ça, tout ce qui est open space, on peut tout à fait se parler. Ce qu'on aime faire, en revanche, c'est réfléchir au projet, le projet. Et donc, se dire, c'est pour quelle boîte? Est-ce qu'on peut faire résonner ce qu'on fait avec l'activité de cette boîte? Donc, par la petite porte, celle des poubelles, bien sûr, c'est notre préféré. C'est-à-dire qu'il y a une activité derrière et nous, on peut faire rentrer en résonance nos collections.
Et puis, pour ce qui est des halls, on en fait en ce moment. Ça devient aussi pour nous un espèce d'exercice classique, sans être répétitif. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on travaille avec les architectes sur des reconditionnements de bâtiments, donc quand les bâtiments sont rénovés ou même quand ils sont construits. Et là, pour nous, le hall doit être, peut-être, un exercice de style classique de réemploi à partir des éléments de l'ancien bâtiment, à partir d'éléments iconiques du bâtiment ou à partir de n'importe quoi qui résonne avec soit l'occupant, soit l'architecte, soit la foncière. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projet ad hoc. En ce moment, on développe du mobilier en chute de CLT. Donc, le CLT, c'est des panneaux de bois de très grosses dimensions avec lesquels on fabrique des immeubles en bois pour un immeuble qui est fabriqué en bois avec le fabricant de CLT pour faire du mobilier dans le hall. Et c'est cette résonance, en fait, autour de la question de la chute d'industrie, toujours, mais qui nous plaît parce que le hall de l'immeuble, le lobby, c'est le visage. Et c'est parfois une petite intervention, mais qui a un gros impact sur un bâtiment. À l'inverse, quand on fait 2000 bureaux pour les étages, c'est une grosse intervention qui a un petit impact pour chacun. Mais le hall, c'est un endroit important, quoi. Voilà. Bonjour. Dernière question. Moi, c'est Louis, ancien auditeur financier, et j'ai récemment fini une école d'ébénisterie à Montréal. Donc, une question pour les deux. Est-ce que, avec le recul et votre expérience personnelle, vous auriez fait des choses différemment dans la gestion de votre entreprise? Et si oui, quoi? Le RP, par exemple, est-ce que vous l'auriez mis avant? Est-ce que, par exemple, vous auriez acheté des machines plus performantes au début ou autre? Voilà. Ça va être long comme réponse. Ah là là. Alors on... en 3 mots. Ouais, en 3. Bon, on dit qu'il faut jamais rien regretter parce qu'on se forge aussi par nos erreurs. Il faut essayer d'en faire le moins possible et que ça soit pas sacrificiel. Mais ERP, non, je regrette pas tant que ça. On m'a longtemps incité à le faire et non, je regrette pas. Je regrette, par exemple, d'avoir écouté un collaborateur qui m'a dit on faut arrêter Gmail et tout mettre sous Microsoft, mais je le hais chaque jour. Outlook, c'est pour moi une catastrophe. Le OneDrive et le SharePoint, on est au 21e siècle, tu ne peux pas regarder sur ton smartphone. Enfin, c'est aberrant. Donc ça, je regrette beaucoup. Non, sinon, non, pas trop de regrets. Sinon, je réfléchis, mais non, je pourrais même faire la liste plutôt des bonnes décisions. Pas avoir peur de s'endetter. Voilà, faut s'endetter, acheter, faites des prêts. Voilà, moi j'ai acheté ma maison, mon atelier, les machines très vite. J'ai acheté des machines lourdes, j'ai fait un prêt, mais je savais que si je m'équipais pas, ça allait pas être efficace. Enfin, voilà. J'ai essayé de faire court, mais j'en ai plein d'autres. C'est difficile de dire les regrets. Moi, je suis très content de là où on en est. Donc, en fait, toutes les expériences difficiles, je les mets sur le compte Enfin, voilà, je suis content de les avoir traversées. S'il fallait faire les choses autrement, je vais essayer de réfléchir à ce que je t'écoutais. Je ne réfléchissais pas à ma réponse. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Non, mais en fait, tous les virages. Moi, j'ai un regret, mais on a essayé au début de faire un outil qui s'appelle la Déchetech, et peut-être je finirai ma carrière sur ça. Parce que c'est un vrai truc, c'est de faire une bibliothèque de chute industrielle, qui serait un outil pour concevoir. On en parlait hier, parce qu'il est question même de la faire sous plein de formes intéressantes. Et on l'a fait un peu au début, puis après on l'a abandonné. Et on l'a abandonné parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'objets, je veux dire, tellement d'industries différentes. Je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est 40 tonnes par minute ou par seconde de chute industrielle en France qui sont jetées. Donc, quantitativement, qualitativement, il y a tellement d'occasions. Et donc, voilà, moi, mon regret, c'est qu'on n'a jamais fait que 10 ou 11 meubles. C'est tellement de boulot déjà d'emmener ces choses-là au bout. Et nous, la promesse, c'est pas juste de faire des 3D de nos idées, c'est vraiment de les mettre dans les bureaux et d'aller au bout des choses. Mais je transforme un peu la question, mais j'aimerais bien reprendre ce travail de Déchetech
et le faire correctement, bien financé, et parce que ça aurait une valeur de dingue, même auprès de créateurs, auprès de recenser en fait toutes les formes et tous les objets qui sont disponibles. Et je vous assure, c'est absolument vertigineux. Et quand on se plonge là-dedans, on a des vertiges, quoi. Ouais. Je pense que tout le jeu, c'est de réussir à vivre avec ses regrets, en fait, et d'être dans un mindset où on se dit non, enfin, ces erreurs, elles ont été salutaires finalement. Faut les assumer, quoi. C'est ça le plus dur, je pense. Ouais. Et je sais pas si je peux dire un dernier truc, mais très important que j'ai vécu ces derniers jours et ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'humanité, on était tous artisans il y a 2 minutes, quoi. On fabriquait nos vêtements, on fabriquait nos maisons. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à sentir ce qui se passe quand vous sentez du cuir, quand vous sentez de la terre, quand vous sentez un bois et du feu. Ça vient chercher tout le monde avec une profondeur assez importante. Et l'âme, elle est là aussi. Et il y a mon sensei japonais que j'essaye de faire venir là. Il y a mon sensei japonais que j'essaye de faire venir en France parce que j'ai fait une résidence là-bas et il doit venir lui en résidence ici. Et le sujet de sa venue, c'est il vient voir justement quelle âme on a encore dans les objets. Là-bas, tout a un esprit. Quand ils abattent un arbre, ils font une cérémonie. Je pense qu'on a perdu ça et je pense qu'on est tous acteurs, vous avec chacun de vos métiers, à garder au maximum un peu d'âme dans ce qu'on fait. Et je lui ai dit, tu vas être surpris. Hein. On achète tous des meubles Ikea. Ça va être compliqué de te faire aller dans des endroits où tu vas sentir l'âme qu'on met dans les objets. Donc on va visiter principalement des ateliers de restauration et des musées, parce que je pense que je lui ai dit, chez moi, tu vas pas. Enfin, même si j'ai fait les meubles chez moi, si à la limite chez moi, il pourrait sentir un peu d'âme. Mais je vais être obligé de demander à des très bons clients qui ont des très beaux intérieurs de nous ouvrir les portes pour qu'ils puissent voir des objets et des intérieurs pensés avec des objets faits main, etc. Alors que là-bas, c'est tout l'inverse, quoi. Tout est dans chaque chose qui est faite, il y a de l'âme et il y a des croyances. Et donc voilà, c'est à nous aussi d'être vigilants là-dessus avec notre monde occidental. Et bon, on va pas dans la bonne direction, quoi. C'est à nous tous de faire attention à cette dérive, quoi. Voilà. De la matière à réflexion. Donc, merci Steven. Merci beaucoup Basile. Et merci à tous.